Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez peut-être entendu tout à l'heure avec mon collègue Benoît Dutrisac. On parlait de cet événement historique dans l'histoire de l'aviation canadienne, Air Canada, qui se pète les bretelles en disant pour la première fois, on a fait un vol où tout le personnel à bord était membre d'une façon ou d'une autre de la grande communauté 2S, LGBTQIA+. Et comme je le disais à Benoît, si on fait des initiatives pour dire on est contre la discrimination, je vais dire oui, formidable, je vais approuver. Bonjour Cybèle. Allô Sophie. Si on fait des initiatives en disant c'est le mois de la fierté, on appuie la communauté, on est contre tous les gens qui ont des propos haineux, puis c'est important, je signe en bas de la lettre, j'approuve. Mais de nous faire un vol où on a posé la question aux gens, on a demandé aux gens, on a demandé aux pilotes, es-tu 2S LGBTQIA+? Puis s'ils répondaient pas à aucune de ces lettres-là, on disait « Ah, c'est pas toi qui vas voler cette journée-là. » La même chose pour les agents de bar. Les personnes qui sont sur la piste, là, qui font ça beding-bedang avec leurs petites fléchettes, leurs petits rideaux, leurs petits drapeaux, on leur a demandé « Es-tu 2S LGBTQIA+? » C'est absurde. Je m'excuse, mais je trouve ça ridicule. Oh, Cybèle ne répond pas. Tu préfères pas aller sur ce terrain-là? Ouais, écoute, moi, je vais quand même dans le sens avec toi aussi. Je trouverais ça important je trouve ça important de mentionner que la discrimination, c'est impensable. En même temps, je suis un petit peu plus dans les zones grises, moi, là-dedans. Je trouve que ça fait de mal à personne. C'est un peu c'est pas le genre de réponse que t'aimes, mais non. Je comprends ta position, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est pas que ça fasse du mal à qui que ce soit, bien au contraire, mais c'est que ces entreprises-là se pètent les bretelles en disant « Regardez comme on est ouvert », alors que ce n'est pas un critère. Quand tu rentres dans un avion d'Air Canada, tu veux que ce soit sécuritaire, que tu sois bien accueilli, que la bouffe soit bonne, qu'il n'y ait pas de retard. C'est ça tes critères. C'est pas vrai que ton critère, c'est je veux savoir quelle est l'orientation sexuelle de la personne qui pilote l'avion. C'est le signe qu'on vit dans une société où il y a toutes sortes de choses qui définissent un individu qui sont plus importants que d'autres. Le pilote, il y a plein d'histoires dans sa vie. Une des histoires de sa vie, c'est avec qui il couche ou elle couche. Parce qu'il y a de plus en plus des femmes pilotes. Le copilote, la même affaire. Puis tu sais, c'est peut-être juste aussi, c'est les communications qui se sont dit « Hey, on va faire ça, gang, qu'est-ce que vous en pensez? » Mais pourquoi ils organisent ça? Les gens qui ont volé dans l'avion cette journée-là... Ils veulent montrer, ils veulent avoir l'étiquette de l'entreprise qui va dans ce sens-là. Mais je trouve que c'est du... Et moi, si je faisais partie de cette communauté-là, et qui sait, peut-être que j'en fais partie puis que vous le savez pas, parce que je ne m'en vante pas publiquement, mais c'est tout à fait possible que je sois une des lettres de cet alpha... Pourquoi pas? C'est parce que tu parles tout le temps de Richard. Que ça change? Ça change rien. C'est juste qu'on qu'est-ce que tu sais que j'ai fait au cours des 40 dernières années? Je sais pas ce que tu as fait, mais je sais où tu te situes maintenant de la manière dont t'en parles au quotidien. Oui, mais qu'est-ce que t'en sais? Puis de toute façon... Je veux pas... Bon, tu peux rien présumer de rien, puis tu peux pas me mégenrer, puis tu me peux pas... Surtout qu'il y a pas mal de lettres, là. Il y a le « I ». C'est vrai que là, j'en ai perdu un peu. Les A-genres, les gens asexuels, tu le sais pas? C'est vrai. Je suis peut-être dans une relation hétéro-asexuelle. C'est vrai. Donc, il ne faut absolument pas présumer. Et surtout, peut-être que je fais partie du plus. Ah! C'est Parce vrai. Que dis-moi, toi, qu'est-ce qu'il y a dans le plus? Là, c'est toute autre chose. Peut-être que tu serais la seule. Je suis peut-être dans le plus. Peut-être je suis peut-être toute seule de ma gang d'être dans le plus. Alors, voilà. Moi, je considère quand même que... ouais, tu vois? Ben oui. Tu vois, c'est important de remettre en question nos biais. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
Alors, on va parler d'un autre mode de transport. Tout à l'heure, on parlait du mode de transport en avion. Mais là, on va parler des trains de grande vitesse. Vous avez bien sûr entendu parler de ce projet de train de grande vitesse entre Québec et Toronto, un beau projet de Monsieur Trudeau, de Justin Trudeau. Mais il y a plein de gens qui disent, ben écoutez, peut-être qu'on n'a pas regardé toutes les options. Peut-être que les trains à haute fréquence seraient une meilleure option. On va en parler avec Jean Mercier, qui est professeur associé au département de sciences politiques à l'Université Laval. Monsieur Mercier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit une lettre dans Le Devoir où vous dites, ben écoutez, on n'a pas vraiment fait de comparaison entre ce qu'il y a en ce moment dans le système de transport ferroviaire, une comparaison avec combien de temps ça prendrait le train à haute fréquence et le TGV, parce que dans le fond, peut-être que la différence n'est pas si grande que ça. Bien, dans plusieurs cas, elle n'est pas tellement grande. Oui. Et par ailleurs, les coûts pour le train à grande vitesse sont estimés à parfois 2 fois le prix que ça coûterait pour le train à haute fréquence. Donc, nous, ce qu'on dit dans notre mot au devoir, c'est que il est peut-être temps de prendre un recul, de prendre quelques pas de recul et de voir, de bien s'assurer que c'est le bon choix. Le choix du TGV, que c'est le bon choix, parce que il y a à peine un an, peut-être moins d'un an, ce qu'on cherchait, c'est un train à haute fréquence. Ben c'est oui. c'est ça qui est annoncé, sauf que dans la demande de soumission, l'offre du gouvernement disait, laissait ouvert la porte à quelque chose d'autre, peut-être de plus dispendieux, de plus rapide, peut-être sans le nommer, mais laissait au consortium, il y en a eu 3 qui ont appliqué, leur laissait le choix donc de proposer quelque chose d'autre, ce qu'ils ont fait, du moins c'est le cas de Cadence, le groupe Cadence, Oui. et c'est dans cette foulée-là qu'ils ont proposé le train à grande vitesse, mais j'insiste pour dire que oui, ça paraît comme le plan A actuellement, mais historiquement, et même jusqu'à il y a un an, le plan A, c'était le train à haute fréquence. Haute fréquence. Oui. Alors, c'est intéressant parce que... Hey, Sophie, excuse, il y a du monde qui se demande c'est quoi le petit bruit en Oui, ondes. Je sais c'est pas ça. si vous entendez. Est-ce que c'est Bon, vous qui oui, cliquez? c'est On vous a qui reçu une cliquez. question. Oui, OK, parfait. Ah, mais c'est ça, on l'a trouvé. Oui, c'est ça. J'allais vous le dire, mais je me Ouais, disais, on OK. va peut-être trouver une autre façon. Pardon. Alors, donc, tout ça pour dire que... Attends, tu m'as fait perdre complètement mon idée. Oui, alors, donc, en ce moment, si on fait Montréal-Québec, 1h54 avec un... Bon, c'est 3h17 en ce moment. Oui. OK? Avec un train haute fréquence, on ferait ça en 1h29. Non, 1h54. Ouais. Et avec un TGV, 1h29. Donc, on fait juste gagner 20 minutes. Donc, on dépenserait théoriquement des milliards de dollars pour gagner 20 minutes. Dans d'autres cas, dans d'autres trajets, l'avantage paraît peut-être plus grand pour le train à grande vitesse, mais c'est certain que même avec un train à très grande vitesse, on n'arrivera pas à compétitionner l'avion pour ceux qui veulent faire ça en 1 heure, disons. Puis aujourd'hui, ça se fait. Montréal, même Montréal vers le centre-ville de Toronto, parce que Porter le fait à partir de Saint-Hubert, puis il va presque au centre-ville de Toronto, tout près du centre-ville de Toronto. Donc, sur ce plan-là, c'est pas tellement plus rapide que le train à haute fréquence. Surtout que c'est pas un vol international, donc on peut très bien, on se présente Oui. à l'aéroport. Ça va Puis moi, plus vite. j'adore prendre Porter parce qu'on arrive en effet sur Oui. la petite île. Là, on prend l'espèce de petite Oui. navette qui est très rapide. Oui. Puis vraiment, porte à porte, c'est peut-être, je sais pas, en bas de 2 heures, là. Puis en plus de ça, entre les 2 points, mettons entre Québec et Toronto, puisqu'on veut aller à une très grande vitesse, on arrête presque nulle part. Ouais. Alors que le train à haute fréquence va arrêter. À plusieurs endroits et Oui. donc desservir une plus grande Puis ce que population. les gens oublient aussi, c'est que le train à haute fréquence va être plus rapide. Et va être plus rapide que la situation actuelle. Absolument. Et pas mal plus rapide. Et surtout en empruntant des voies dédiées, donc ne demandant pas de compétitionner De créer avec une les nouvelle transports. structure. Voilà, c'est ça. Les trains de transport, donc va être plus fiable aussi. Donc, on dit que c'est un plan B, mais dans le fond, à mon avis, ça peut être considéré tout autant comme un plan A. Absolument. Ouais. Alors, l'autre chiffre que vous donnez, évidemment, donc c'est Montréal-Toronto. En ce moment, si on va de Montréal à Toronto avec le système de transport ferroviaire actuel, ça prend 5h30. Avec le train à haute fréquence, on passerait à 4h09, donc on économise, dans le fond, 1 heure. Oui. Et ça va être plus fiable.
Et ça va être plus fiable, alors qu'avec le TGV, ce serait 3 heures 7 minutes. Donc, entre le THF, donc haute fréquence, et le TGV, c'est juste une différence d'1 heure. Ouais. Moi, je vous avoue que quand j'ai lu votre lettre, parce que vous avez écrit cette lettre-là avec 2 autres de vos collègues, quand je suis arrivée sur ce chiffre-là, je me suis dit, vraiment, on va dépenser des milliards de dollars pour gagner 1 heure. Et ça, c'est la partie la plus parlante. C'est-à-dire, c'est la partie où il y a le plus de différence. Parce que Montréal-Québec, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est ça, mais c'est pour ça, puis c'est Montréal, que même puis Montréal-Ottawa non plus. C'est ça, c'est que même dans la section dont tout le monde parle, qui fait capoter tout le monde, même ça, on nous a présenté ça, oh, mon Dieu, grande vitesse, ça va être fou, c'est comme les Shinkansen au Japon, on va-tu être moderne? Ben, dans le fond, on gagne 1 heure, là, calmez-vous tout le monde. Et nous, ce qu'on dit aussi, c'est que les arguments qu'on apporte ne sont pas toujours convaincants. Les arguments pour le train à grande vitesse. Pas toujours. On dit, par exemple, ça va être bon pour le tourisme. Pourquoi le touriste voudrait se presser entre Montréal puis Toronto? Il ne veut pas se presser, il veut regarder les environs. Pourquoi il serait si pressé? Puis on dit les travailleurs vont l'utiliser. Quels travailleurs? Les gens d'affaires peut-être, mais les travailleurs ne vont pas prendre ce bus-là, ce train-là, pardon, pour gagner du temps. C'est les arguments qui sont plutôt faibles. L'autre chose, c'est que non, mais juste 2 secondes sur le tourisme. Par exemple, quand les gens vont en Europe, ils sont habitués, par exemple, ils vont faire Paris-Nice ou ils vont faire Paris-Lyon ou, mettons, tu sais, ils vont aller au Portugal, ils vont aller à Venise, peu importe, là, parce que il y a toute une infrastructure de train qui est existante depuis des années. Donc, c'est pas juste de faire une destination. Bon. C'est qu'une fois qu'ils ont fait cette destination-là, ils savent qu'après, ils peuvent s'acheter un Eurail Pass, puis là, faire toute l'Europe au complet ou le pays au complet. Là, on parle d'un corridor. C'est pas ça qui va faire la différence entre des gens qui décident de venir au Canada ou pas. Quand on compare, mettons, le Canada avec l'Europe, il y a deux différences. C'est que, d'abord, l'Europe est plus dense. Parce que le Canada, c'est très peu dense. Là. C'est 5 citoyens au kilomètre carré. Voilà, exactement. Voilà. C'est vrai que pour supporter l'argument du train à grande vitesse, c'est vrai dans le corridor Québec-Toronto, c'est plus dense. Okay? Mais si on prend des pays, même les pays scandinaves, c'est beaucoup plus dense que le Canada. Et eux, ils en ont des trains à grande vitesse, oui, mais ils peuvent se les payer parce qu'il y a une densité de la population, puis il y a des gens qui vont s'en servir. L'autre grande différence, c'est comme vous avez mentionné tout à l'heure, c'est un réseau. Il y a un réseau. Donc, si je m'en vais à Bordeaux, je peux aller aussi de Bordeaux ailleurs dans un train fiable. Ce ne sera pas toujours un train grande vitesse, mais ça va être un train fiable qui va rejoindre probablement un autre train grande vitesse. Donc, il y a un réseau, ce qu'on n'a pas. Parce que Toronto, Québec, ça serait un réseau à grande vitesse, mais qui connecterait avec quoi? À part de lui-même. Ben oui, tout à fait. On va faire Toronto-Québec, Québec-Toronto. Voilà, c'est à un moment donné. Bonjour le tourisme. Et surtout, parce que moi, je pense en effet que l'avion sur des liaisons courtes comme ça, c'est hyper efficace. T'as ta petite valise, beding, tu rentres là-dedans, wait donc, 1 heure plus tard, t'es arrivé. Moi, j'adore utiliser ça de cette façon-là. Donc, en fait, pourquoi est-ce que, en fait, le public, là, les gens qui utilisent le train, vous l'écrivez dans votre lettre, on veut que ce soit plus fréquent et plus fiable. Et qu'on respecte les horaires. Et un peu plus rapide, oui. Un peu plus rapide. Mais l'idée du train à grande vitesse, ça vient pas du public qui utilise le train. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas des gens avec des pancartes dans les rues qui demandent un TGV. C'est une autre, ce qu'on suggère dans notre article, c'est une décision top-down, c'est-à-dire c'est une décision du haut jusqu'en bas, d'élite, gouvernementale, prise par un gouvernement qui était sur la voie de sortie, donc qui n'aura pas à vivre avec les conséquences budgétaires. Et nous, on pense que le gouvernement Carney, qui veut, lui, prendre sa place, n'adoptera pas nécessairement tous les projets qui sont prévus par le gouvernement précédent. Ou en tout cas, s'ils le font, vous, ce que vous suggérez, c'est qu'on fasse vraiment une analyse comparative entre le THF, donc à haute fréquence, et grande vitesse. Donc, pour que tout le monde comprenne, quand on parle de train à haute fréquence, ça représente quoi par rapport à la situation actuelle? À quelle fréquence, à quelle cadence on va augmenter par rapport à la situation actuelle? C'est-à-dire, les vitesses, on les a mentionnées tout à l'heure. Les gains de temps, on les a mentionnés. Oui, mais il va continuer à arrêter à plusieurs endroits en route. Si c'est sur la Rive-Sud, ça se continuerait à être Drummondville, des villes comme ça, Dorval, etc.
L'autre chose qu'il faut mentionner, c'est que le train à grande vitesse, comment est-ce qu'il va... Parce qu'il est prévu sur la Rive-Nord. Ouais. Donc, pour l'instant, il est prévu pour la Rive-Nord. Il faut dire aussi que dans le contrat que le gouvernement a signé avec Cadence, il y a 4 ans d'études. Donc, la première pelletée de terre, c'est dans 4 ans, pas avant 4 ans. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a plein de temps pour prendre un pas en arrière puis regarder si c'est la bonne décision qu'on a prise. Absolument. On a-tu une petite minute parce que c'est un auditeur qui nous pose une question pour vous. C'est Jean-Guy qui écrit « Au lieu du TGV, même du TGF, pourquoi ne pas parler du monorail à grande vitesse? La solution n'est pas souvent mise de l'avant. Est-ce que ce serait une meilleure option peut-être à considérer? Avez-vous une réponse à ça? Je pense pas. Je pense que les spécialistes qui regardent la question depuis plusieurs années proposent pas ça. C'est un petit peu... Cette question du monorail, ça vient aussi... C'est venu dans le cas de Québec. Pourquoi un tramway? Pourquoi pas un monorail? Mais c'est vite écarté. Ouais. Puis ceux qui proposent le monorail sont assez persistants, par contre. Et moi, j'ai déjà fait affaire avec eux dans d'autres projets, sur le tramway à Québec, entre autres. Et puis, ils sont persistants. Mais ils réussiront pas plus dans ce cas-là qu'ils ont réussi à Québec. Pourquoi cette rapidité, pourquoi cette grande vitesse à prendre cette décision-là? Vous considérez quoi? Que c'était vraiment le gouvernement Justin Trudeau, qui voulait laisser un legs, marquer les esprits en disant, voyez, tu sais, son côté dépensier aussi, vous pensez que c'est ça dans votre analyse? Beaucoup de gouvernements, depuis 30 ans, ont proposé des changements, des modifications. Il y a même eu un train qui appelait de turbo entre Toronto puis Montréal dans les années 70. Vous êtes peut-être trop jeune pour vous en rappeler. Non, 65, monsieur, là. Vous la fêtez. Mais j'étais pas ici, là. J'étais dans les Europe. Mais qui a été abandonné. Ouais. En partie par manque de clientèle, parce que si vous faites quelque chose de coûteux comme ça, vous voulez que ça soit utilisé. Le train à haute fréquence va être utilisé parce qu'il va comme créer sa propre densité. On parlait de densité, le Canada n'a pas beaucoup de densité, mais en arrêtant à plusieurs endroits, il va créer une sorte de densité. Alors que si vous avez un train qui n'arrête presque pas, c'est le destin d'un train à grande vitesse, ben vous ne créez pas de la densité. Vous prenez la densité du point de départ puis la densité d'arrivée. C'est tout ce que vous avez comme densité. Vraiment intéressant comme réflexion. Donc, Jean Mercier, vous êtes professeur associé au département de sciences politiques à l'Université Laval. Qui dit Université Laval dit Québec. Donc, c'est pas demain la veille non plus qu'il va y avoir un TGV entre... Non. Mais on espère que ce sera un meilleur service. Et si c'est un meilleur service, il y a des bonnes chances que ce soit un train à haute fréquence. Absolument. Merci beaucoup, M. Mercier. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Plaisir pour moi. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Ah, c'est fou quand même ce qui est arrivé à mon ami Michel Jean. Vous le connaissez bien sûr, ancien journaliste ici à Québécois, mais et aussi à plein d'autres endroits, et écrivain bien sûr, auteur entre autres de Coucoum. Ça faisait longtemps que t'étais pas allé chez toi, puis t'as découvert des belles affaires dans la poste. Bonjour Michel, c'est capoté. Salut Sophie. Ben j'avais 3 mois que j'étais parti. Ouais. Et je faisais mon courrier. J'en avais quand même pas mal. Puis au travers des factures, des trucs, un courrier qui a été retourné. Là, j'ai vu une grande enveloppe. Là, j'ai ouvert ça, puis il y avait cette enveloppe qui disait m'expliquait qu'on m'avait nommé chevalier des arts et des lettres de la République française. Puis je regardais la lettre. Je dis, oh boy, quand même. Tu sais, j'étais quand même sous le choc. Là, c'est écrit 2024. Puis là, j'ai trouvé une autre lettre. C'était une lettre du gouvernement du Canada qui disait qu'ils avaient autorisé. On la voit, la lettre. Donc, oui. C'est ça. Ça, c'est la lettre officielle. Puis en plus, il faut que le Canada autorise ensuite. Ça leur a pris du temps. Je ne sais pas s'ils ont hésité. Attends 2 secondes. Le Canada était sûr, c'était une bonne idée, mais en tout cas, bref. OK. Alors, ça se passe en 2 étapes. Donc, la France te donne cette reconnaissance exceptionnelle. Ouais. Mais là, il faut que le Canada dise, attendez 2 minutes, on va voir si ça nous tente que Michel Jean la reçoit. C'est spécial quand même, là. Diplomatique, oui, je comprends, mais tu sais. Qu'on nomme pas des gens que le pays n'est pas d'accord. Mon feeling, c'est que c'est quelque chose comme ça. Parce que si, mettons, un pays donne quelqu'un qu'on n'aime pas dans le pays, ça peut faire des tensions. Un dissident politique. C'est intéressant. Mais c'est intéressant. Mais moi, je suis dissident de rien, alors.
Oui, Ça non, a mais bien c'est vrai que c'est intéressant parce que mettons qu'on donne un prix, comme là, par exemple, le Festival de Cannes, vient de donner un prix, la Palme d'Or, à un réalisateur iranien. Ben, l'Iran est absolument furieux. Donc, ça aurait pu être comme ça. T'aurais pu être un mauvais citoyen canadien, Michel Jean, c'est-tu clair? Écoute, les Iraniens, je les appelle les Inuits, ça a l'air que ça va. Fait que, Écoute, d'ailleurs, j'aurais dû commencer en disant quoi, parce qu'habituellement, à chaque fois que tu me donnes une entrevue, tu dis quoi quand je te dis bonjour. c'est vrai. Quoi, Sophie? Bon, alors t'as perdu, il faut pas perdre ses bonnes habitudes, Michel. Écoute, raison. je suis extrêmement fière de toi, tu le sais, ça fait plusieurs fois que je suis en entrevue. Je fais des entrevues avec toi, mais dans la vie privée aussi, tu le sais à quel point non seulement j'apprécie ton œuvre, je te l'ai dit à plusieurs reprises, mais à quel point j'apprécie ton parcours. Mais je t'avoue que j'ai eu un moment d'émotion quand j'ai vu que tu avais cette reconnaissance de la France, parce que au cours de nos discussions, et au cours de nos entrevues, tu m'as dit à quel point tu avais souvent le sentiment que tu avais plus de reconnaissance à l'extérieur du Québec qu'au Québec même. Ça va dans ce sens-là aussi, ça? Oui, au plan littéraire, dans le sens que la France a été important pour moi parce que la plupart des prix littéraires que j'ai gagnés, c'est en France. J'en ai gagné aucun au Québec, mais j'en ai une dizaine en France. Et Cocum était encore finaliste jusqu'à il y a pas longtemps. C'est un ami à moi qui a gagné de Terre-Neuve au prix Dublin Literary Award, qui est après le Booker Prize, qui est le deuxième plus important dans le milieu anglophone dans le monde entier. Donc, c'était quand même majeur. Mais il n'a jamais été nommé pour un prix au Québec. Mais outre cela, quand même, on m'a quand même donné au Québec l'Ordre des arts et des lettres du Québec il y a 2 ans aussi, qui est un peu l'équivalent de ce que la France a fait. Mais ça a une valeur quand même pour moi, pour la France, parce que je veux dire, au Québec, les gens me connaissent depuis longtemps. Mes livres sont là. En France aussi, mais il y a tellement d'écrivains, il y a tellement de gens qui publient là-bas. Puis même si mes livres font bien, je veux dire, il y a des gros joueurs là, quand même. Donc, pour moi, c'était une forme de reconnaissance en me disant, moi, tu me connais, Sophie, moi, j'ai zéro prétention et j'écris... pour des raisons personnelles, mais tu le fais. Mais là, tu dis, peut-être que dans le fond, ça a un impact des fois plus grand que ce à quoi toi tu penses toi-même. Et c'est un peu ça que ça me fait. Je me dis, OK, pas eux autres, ça a vraiment de la valeur pour eux, puis je pense qu'ils connaissent ça. Les livres en France, les Français, ils connaissent ça. Ils connaissent ça un petit peu, donc, mais c'est aussi, le point que tu viens de soulever il y a quelques instants est extrêmement important, Michel, parce que on le sait, à chaque fois à la rentrée littéraire en France, ils sortent des chiffres, je pense, c'est des milliers de livres qui sortent, puis c'est rempli d'émissions littéraires, puis il y a des magazines sur la littérature, il y a une vie littéraire en France, donc je trouve que t'es d'autant plus honoré par ce prix-là parce que tu as trouvé le moyen. Tu sais, c'est un petit poisson dans un gros étang versus un petit poisson, un gros poisson dans un petit étang. Là, c'est vraiment, tu as réussi à te démarquer dans un océan complet d'écrivains avec une tradition littéraire très grande. Donc, ce prix est immense. C'est vraiment important de le mentionner. Merci. Puis je le sens quand même, ça, Sophie. Quand je viens de passer 3 mois, puis j'ai été en Italie, je suis allé en Allemagne. C'était très drôle en Allemagne, Sophie, parce que j'étais à une réunion congrès de l'Association des études canadiennes et québécoises en milieu allemand, donc l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse allemande. Puis ils étudient la littérature autochtone plus là-bas que ce qu'on fait au Québec. Puis j'écoutais des conférences de professeurs d'université qui faisaient des recherches sur mes romans. J'en ai jamais vu au Québec. Je disais, wow, quand même, tu te dis. Puis je suis allé en Italie, mais en France, j'allais dans des librairies, puis les premières fois que j'y allais, c'était la découverte, les gens, OK, on a lu votre livre, etc. Mais là, je vais dans les librairies, je vais dans les événements, puis souvent les gens, la majorité des gens ont lu au moins un de mes livres. De temps en temps, j'ai encore quelqu'un qui me dit, c'est mon premier que j'ai. Ah, on a un petit souci technique avec Michel. Bon, je pense qu'il était en train de nous dire que maintenant, il a vraiment, des lecteurs qui attendent son prochain livre. Et qui livrent, c'est vraiment au complet son œuvre et qui veulent vraiment comprendre les idées de Michel à travers plusieurs romans plutôt que de juste en lire un par-ci par-là ou d'en avoir entendu parler. Mais c'est vrai, moi, pour en avoir acheté beaucoup en cadeau, j'en ai aussi racheté
en cadeau. Alors, ça va un peu dans le sens de ce qu'il disait. Les gens à qui j'ai offert ces livres-là les ont redemandés, en ont redemandé les prochains. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est vrai ce qu'il dit. Je me demande aussi peut-être l'impact de toutes les discussions alentour, tu sais, du thème aussi. C'est sûr qu'il aide Michel là-dedans à peut-être aller chercher des nouveaux lecteurs. Les jeunes à l'école qui s'intéressent de plus en plus à ça aussi. Mais il reste que quand il dit qu'il y a des gens en Allemagne qui étudient son œuvre, alors qu'ici, il y a pas de connaissance qu'il y a des gens dans les universités qui s'y intéressent, c'est quand même assez particulier. Et en fait, Pas normal. Mais non, c'est pas normal. Puis donc, alors, il a reçu cette lettre-là. Le lettre est signée de la main de la ministre de la Culture en France, qui est Rachida Dati. Et donc, il va recevoir une médaille. Ça vient avec une médaille. Et ça va se faire au consulat de France plus tard cette année. Alors, j'ai très hâte la prochaine fois qu'on va voir Michel Jean. J'espère qu'il va le porter à la boutonnière parce que tous les gens que je connais qui l'ont, qui ont des récompenses comme ça, le portent fièrement à la boutonnière. Puis il y a quand même pas mal de Québécois qui l'ont eu. Mais son courrier, pareil. Ben non, mais c'est hilarant. Puis surtout que, tu sais, il l'a appris 3 mois plus tard parce qu'il était parti à l'étranger. C'est quand même assez drôle. Alors, félicitations donc à Michel Jean qui a reçu, je veux juste bien le nommer, là. Il a été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Moi, ce que j'aime avec le Québec, là, c'est que des mots, tu penses que ça veut dire quelque chose. Puis, et des fois, au Québec, ça veut dire autre chose, Cybèle. Je vais t'expliquer. Ouais. Tu sais, mettons, quand tu vas à l'urgence, à l'hôpital, c'est parce que tu as besoin de soins urgents. Mais là, l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, nous apprend qu'un séjour typique, donc la moyenne d'une durée de séjour aux urgences au Québec, c'est 5h23 l'année dernière. Ils ont fait un rapport, ils ont regardé la situation partout au Canada, puis ils arrivent à ce chiffre-là. Au Québec, en moyenne, 5h23. On va en parler avec Renaud Brossard, qui est vice-président communication à l'Institut économique de Montréal. Renaud, bonjour. Bonjour. Moi, j'aime ça. Aimez-vous ça, vous, des urgences où on n'est pas traité de façon urgente? Parce que 5h23, j'appelle pas ça urgent, moi, là. Et vous avez parfaitement raison. En fait, je pense que les patients du Québec portent bien leur nom. Quand on se présente justement aux urgences, on attend plus longtemps, en fait, que n'importe où ailleurs au pays. Donc, ce qu'on a regardé essentiellement, c'est combien de temps ça prend pour un séjour type à l'urgence du moment où les gens passent leur carte soleil à entrée au moment où ils sont soit admis dans un département d'hôpital pour rester quelques jours ou au moment où ils retournent chez eux. Donc, au Québec, la durée de séjour, donc cette médiane de durée de séjour, c'est 5h23. Quand on compare avec les autres provinces, on a 8 provinces qui nous ont donné des données. On attend toujours de la part de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse. Mais quand on regarde dans les autres provinces, on remarque que le Québec se démarque par à quel point est-ce qu'on attend longtemps. À Terre-Neuve et Labrador, par exemple, les patients passent plutôt 2h45. C'est vraiment une très, très grande différence dans le temps d'attente qu'il y a. Et malheureusement aussi, ce qu'on observe, c'est que la tendance à Québec ne va pas en s'améliorant. En fait, quand je vous parle de 5h23, c'est 1 heure de plus que ce qu'on attendait il y a 5 ans, 10 minutes de plus que ce qu'on attendait il y a 1 an. Donc, les choses ne vont malheureusement pas dans la bonne direction. Donc, quand vous dites qu'au Québec, les patients portent bien leur nom, ils portent de mieux en mieux leur nom. En effet, on est de plus en plus patient par la force des choses. Cybèle, Monsieur Brossard, j'avais une question pour vous parce que moi, quand j'ai lu 5 heures, je trouvais pas ça tant que ça parce que j'avais l'impression. C'est la moyenne. Mais c'est ça, mais c'est parce que moi j'ai entendu ça puis je me dis d'habitude, tu sais, des fois dans la grande région de Montréal, on parle tellement plus d'heures, mais là ça veut dire que vous avez dû avoir des écarts pas possibles. Tu sais, c'est quoi les plus longues heures que vous avez vues? Ben, c'est sûr que, écoutez, la région de Montréal, c'est pas la même situation que le reste du Québec. En fait, quand on regarde les 5 régions où on a les pires temps d'attente, là, d'abord, on a Laval, 8 heures. Ensuite, on a les Laurentides, 7 heures. Lanaudière, 7 heures aussi.
Vraiment, toutes les régions autour de Montréal, c'est le top 5. Montréal, c'est classe 5e avec 6h27 minutes. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce qu'on a regardé, donc, c'est la médiane, pas la moyenne. La différence entre les deux, la moyenne, c'est qu'on prend toutes les données, on les additionne, puis ensuite, on le divise par le nombre de personnes. Ce qui fait en sorte que quand il y a des gens qui passent, par exemple, un 72 heures sur les civières, ben, ça fait beaucoup augmenter la moyenne. La médiane, en revanche, c'est le point milieu. Donc, quand on dit ici qu'il y a 5h23 de temps d'attente médian au Québec, ça veut dire que 50% des patients sont passés plus vite, mais il y a 50% des patients aussi qui ont attendu plus longtemps. Mais ça, c'est vraiment, important. Pour remettre ça... Oui, mais c'est important que vous expliquiez aussi la différence entre moyenne et médiane, parce qu'en effet, des fois, on mélange. D'ailleurs, je pense que moi-même, j'ai utilisé le mot moyenne. Ouais. Mais ça veut dire qu'on utilise moins, mais ça montre vraiment l'expérience typique. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça qu'en effet, Cybèle reconnaissait pas le chiffre parce qu'habituellement, on entend souvent des chiffres de 12 heures, de 13 heures et tout ça. Mais là, quand on dit le point médian, c'est qu'il y a 50% des gens pour qui ça a été moins long et 50% des gens pour qui ça a été plus long. Donc, c'est vraiment, quand on fait une courbe, là, c'est vraiment le point au milieu. Mais ce que j'ai noté de ce que vous avez dit, Monsieur Brossard, c'est le point médian à Laval, c'est 8 heures. Donc, il y a 50% des gens qui sont traités à Laval qui ont passé plus que 8 heures à l'urgence et 50% moins. Donc, le 50% moins, bravo, félicitations, mais le 50% plus, c'est énorme. Mais effectivement, et ces temps d'attente-là n'ont aucune commune mesure avec ce qu'on voit ailleurs. Et d'ailleurs, faut le mentionner ici, quand on parle des régions, c'est sûr que ça inclut aussi certains plus petits centres hospitaliers. Mais quand on veut vraiment se pencher sur les hôpitaux eux-mêmes, écoutez, à Montréal, le Royal Vic, les patients qui s'y sont présentés ont passé 10h33. Le CHUM, on est autour de 9 heures. Donc, c'est vraiment des temps d'attente qui sont hors normes. Vous savez, l'été dernier, j'étais en France. On a fait une tournée des hôpitaux pour voir un peu comment fonctionne le système de santé français parce que les temps d'attente sont quand même beaucoup plus bas. Je me rappelle, à Valenciennes, donc dans le nord de la France, ce qu'on nous disait, c'est que quand un patient passe plus que 5 heures à l'urgence là-bas, ils doivent remplir un rapport parce que c'est vu comme un échec. Et de dire, écoutez, pour eux, 4 heures, c'est vu comme un échec. Nous autres, le patient médian, l'expérience type à l'urgence, c'est au-delà de 5 heures. Donc, ça montre vraiment l'ampleur du changement qui doit être opéré dans notre système de santé si on veut retrouver un accès à la santé. Mais c'est très intéressant cette tournée que vous avez faite en France parce que il y a toutes sortes de façons en France de désengorger les urgences. Anecdote pour anecdote, vous le savez, mon frère habite en France près de Paris et donc ma belle-sœur à un moment donné s'est fait mordre par son chat. Bon. Non, mais c'est parce que, tu sais, des fois, les chats sont porteurs de maladies, donc faut absolument avoir une piqûre contre le tétanos ou je ne sais trop quoi et tout ça. Ben, elle a donc eu ce service-là. Et dans la semaine qui a suivi, tous les jours, il y a une infirmière qui est allée rendre visite à ma belle-sœur chez elle, dans son domicile, qui lui faisait des petites piqûres, qui lui changeait son pansement, puis tout ça, alors que normalement, dans un système de santé de schnout, comme on a au Québec, ben, il aurait fallu qu'elle se déplace, qu'elle aille dans le système hospitalier sur place, ça aurait engorgé le système. Là, en France, on dit, ben non, on va aller vous voir chez vous, on désengorge le système. Est-ce que je pourrais vous lire peut-être un commentaire qu'on a reçu, Monsieur Brossard? Je sais que vous êtes pas, c'est pas votre rôle de commenter nécessairement les idées des auditeurs, mais écoutez ça qui nous propose justement une solution peut-être qui aiderait. Il dit lorsqu'un hôpital dépasse un seuil critique d'achalandage, par exemple 75%, on pourrait avoir un mécanisme d'urgence obligatoire qui rappelle temporairement les médecins privés vers le public. C'est pour l'idée, c'est dans toutes les discussions privées-publiques, mais ce genre d'initiative-là pourrait peut-être aider finalement à libérer le temps, les urgences. N'importe quoi. Moi, je suis ouverte à toutes les idées pour nous, parce que c'est inacceptable, en fait. Ce sont des échecs. Vous l'avez dit, en France, c'est considéré comme un échec, mais ici, c'est le pain quotidien. Mais je pense qu'il faut voir aussi comment on organise notre système de santé. Vous savez, le gouvernement du Québec a son fameux tableau de bord au niveau des urgences. Une urgence n'est pas considérée comme étant à plus que pleine capacité tant qu'elle n'est pas à 110% de capacité. Je pense que déjà, il faut voir au niveau des incitations qui sont mises en place dans la gestion du système. Vous savez, nous, ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'une des choses qui fait le succès du système français, c'est notamment permet les initiatives locales. Vous savez, donc, quand on a fait cette là, une des choses qu'on a
qu'on a visité, c'est ce qu'ils appellent un centre médical de soins immédiats. Donc, c'est une salle d'urgence qui s'occupe des cas moins lourds. Donc, les P3, les P4, les P5. Donc, les choses sont peut-être un peu trop graves pour un médecin de famille. Par exemple, si je me casse le bras, je vais pas attendre une semaine d'avoir un rendez-vous avec un médecin de famille si j'en avais un. Mais donc, généralement... Mais vous n'êtes pas un accidenté de la route. Vous n'êtes pas un accidenté de la route, là. Voilà. Exactement. Et donc, cette salle d'urgence-là, pour les urgences mineures, c'est un projet qui a été mené, en fait, en France. C'est des projets qui sont menés généralement par les médecins eux-mêmes, par des infirmières qui sont propriétaires de ces centres-là. Et comme ce sont eux-mêmes qui mènent ces projets-là, au lieu que ce soit mené par le ministère, ben la vitesse de déploiement est beaucoup plus grande. Parce que je pense qu'il faut quand même pas se cacher que lorsque, par exemple, en Estrie, quand on a des longs temps d'attente à Sherbrooke, ben le temps que ça se rende du médecin urgentiste qui est au courant de la réalité sur le terrain, des infirmières qui sont au courant de la réalité sur le terrain, jusqu'au bureau du ministre dans le complexe G à Québec, pour ensuite redescendre jusqu'à ce qu'il y ait une initiative qui soit faite, ça prend beaucoup de temps. La beauté de ce modèle-là, donc de centre médicaux de soins immédiats, qui est donc un modèle indépendant qui vient des médecins, c'est que c'est un modèle justement qui peut être implanté plus rapidement, qui permet d'augmenter la capacité et qui permet aussi d'envoyer les gens vers le bon niveau de soins, donc quelque chose qui coûte un peu moins cher à l'État d'un point de vue pastilles de couleur, mais qui permet aussi de passer plus rapidement. Les pastilles de couleur peuvent aider, mais encore une fois, c'est une nouvelle petite réforme que le ministre met en place pour toujours plus centraliser, alors que quand on regarde les systèmes de santé qui fonctionnent le mieux, ce sont ceux qui sont plus décentralisés, qui laissent davantage de place à l'initiative locale. À l'initiative locale et faire confiance aux médecins et aux infirmières et à tout le personnel médical qui est sur place. Et aussi, peut-être, un petit peu de place au privé. Oh, mon Dieu, j'ai mentionné le mot privé puis système de santé dans la même phrase. Belzébuth. Le diable doit... Je pense que je vais être exorcisée par la gauche québécoise. J'ai osé prononcer ces deux mots-là dans la même phrase. Merci beaucoup, Renaud Brassard. Je rappelle que vous êtes aux communications pour l'Institut économique de Montréal. Merci pour cette étude. Ça nous éclaire énormément. Donc, on va être patient la prochaine fois qu'on doit se présenter à l'urgence. Faut pas des urgences trop urgentes, tu sais. Modérez-vous les affaires, là. Tu sais, vos problèmes de santé. Soyez urgents, mais pas trop urgents, s'il vous plaît. C'est la nation vous le demande. Une grosse grippe n'est pas un accident de la route, essentiellement. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Renaud Brassard. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemur. Rémi, t'es un jeune. Tu viens nous parler de quelque chose qui se passe sur TikTok. Yo, TikTok, TikTok. Ça me fait rire. Ouais, ben écoute... Alors, c'est quoi là? Il faut vraiment que tu expliques le contexte, parce que c'est pas tout le monde qui a suivi l'histoire. Donc, commençons par le début. Oui, c'est une petite histoire en périphérie. Donc, en ce moment, c'est la finale de la NBA. C'est la National Basketball Association, je pense. C'est une ligue de basketball. Tu vois, là, je vais vraiment loin dans le contexte. Qu'on est dans le basket. Et il y a deux Québécois. En fait, ce sont deux personnes nées au Québec. Ce sont des joueurs de basketball. Donc des Québécois? Des Québécois, mais bon, ils sont noirs aussi. Et ils se présentent comme Québécois. Et c'est pas toi qui insistes sur le fait qu'ils sont noirs, non. C'est dans le contexte, c'est important de le mentionner parce que il y a des gens qui disent que... Ben, qu'ils sont pas Québécois et que, en fait, ce sont des Haïtiens parce que les Haïtiens sont toujours des Haïtiens. On va voir, on a des extraits, là. Et que, dans le fond, on pense comme de cette façon-là. C'est un homme qui a fait une vidéo sur TikTok. Regarde, on va la mettre, la vidéo, parce que je pense qu'on entend tout là-dedans. Mais le contexte, c'est donc, il y a un monsieur qui a fait une vidéo sur TikTok et cette vidéo-là est devenue virale est à l'origine d'une controverse dont tu vas nous parler. Un duel québécois en finale de la NBA. Deux Haïtiens, là, Québécois. C'est des Québécois maintenant. Ce sont des Québécois maintenant. Parce qu'ils ont du succès. Ce sont des Québécois. Le jour qu'ils vous foutent une claque dans la gueule, c'est un nègre. Un homme de race noire. C'est pas des Québécois, là. Allez vous faire foutre, gardez le même énergie, bande de fucking sans colonne. Dis, la personne qui a écrit ça, là, ta mère, c'est la sœur à ton père. Petit con. Bon, c'est gentil pour la personne qui a fait ce titre-là. Alors moi, il faut que je pense me faire installer une application sur mon téléphone pour me dire quelle est l'application correcte du jour.
Parce que des fois, quand on parle de personnes d'origine haïtienne et qu'on ne les appelle pas des Québécois, on se fait dire « vous êtes des racistes ». Puis quand on dit « ben évidemment, ce sont des Québécois », je veux dire, à part entière, la question se pose même pas dans ma tête. Là, on se fait traiter de raciste. Je suis perdu, Rémi. Ben écoute, moi aussi je suis perdu, d'autant plus que les deux joueurs dont on parle, Luguensdor et Bénédicte Mathurin, sont nés au Québec, se présentent comme des Québécois eux-mêmes, disent en entrevue en marge des matchs là, qui vont commencer, c'est une fierté pour le Québec qu'on soit totalement. ici. Donc ce gars-là se mêle de la vie des autres, probablement parce que sa vie n'est pas autant un succès que celle de ces deux hommes-là dans la vingtaine qui font des millions de dollars et qui font ce qu'ils veulent dans la vie. Et ils se mêlent finalement de leur conscience identitaire en disant « ce ne sont pas des Québécois ». Parce qu'il dit, ce serait des Québécois si, à chaque fois qu'il arrivait quelque chose avec quelqu'un issu de l'immigration, on dirait que c'est un Québécois. Donc là, il mélange. Parce que c'est vrai que des fois, dans les journaux, on lit l'homme de race noire parce qu'on cherche quelqu'un, par exemple. On cherche un suspect. On décrit le suspect. On va dire, toi, si t'es à un moment donné, tu fais une bêtise, on va dire un homme de 6 pieds 2 avec les cheveux blonds. Tout à fait. Et des fois, par exemple, il y a quelqu'un qui est au Québec depuis 2 ans et qui commet un crime et on va dire l'homme d'origine haïtienne parce qu'il n'a pas encore ses papiers ou sa citoyenneté. Donc, on va tenir à le décrire comme ça parce que ça fait partie de la nouvelle. Je pense qu'il mélange des choses. Il dit, pourquoi on dit pas quand quelqu'un qui fait une bonne chose, on dit que c'est un Québécois, mais quand quelqu'un fait une mauvaise chose, on dit que c'est quelqu'un de race. On dit pas quand quelqu'un fait une bonne chose, c'est un Québécois qui a fait une bonne chose. Tu sais, je veux dire, si il y a un meurtre, par exemple, et que je le commets, on va pas dire un Québécois a commis un meurtre, on va donner mon nom. Je pense, il mélange bien des affaires, mais regarde, le problème, Sophie, tu viens de le dire, c'est que nous, on serait, donc moi par exemple, qui suis d'ascendance canadienne-française, je serais responsable de ce grand malheur-là. Je serais celui qui décerne l'identité québécoise et qui la révoque. Qui la retire. Oui, qui la retire quand ça m'enchante. Et regardez bien la suite, parce qu'il a fait une autre vidéo dans laquelle il a l'occasion, lui, de se désigner, de s'octroyer une identité. Et quel choix fait-il? On sait qui on est, on connaît notre identité. Nous sommes des Haïtiens. Peu importe où est-ce qu'on est né, on est des Haïtiens en premier. Le Canada va passer avant vous. Pourquoi? Parce que le passeport du Canada. Bon, T'as bien compris, Sophie? Oui. C'est que dans le fond, lui, ça ne tente même pas d'être Québécois. Tu sais, il reproche aux Québécois, et là, pour les gens qui ne me regardent pas, je prends des grands guillemets, je fais des guillemets avec mes doigts, il reproche aux Québécois de désigner les gens issus de l'immigration comme des gens qui ne sont pas Québécois, chose que je ne fais pas. Et lui, il dit... Je ne suis pas un Québécois, je serai toujours un Haïtien. Peu importe où je me rends, je serai un Haïtien. Ouais, mais là, il faut que tu décides, mon grand. Est-ce qu'on peut régler la situation de la façon suivante? Pourquoi, si tu es si fier de faire partie d'une société, tu reproches aux gens de souligner ton appartenance à cette société-là. Ce que je veux dire, c'est, par exemple, quand Dany Laferrière a fait la déclaration qu'il a faite quand le ministre Robert avait dit on peut pas accueillir toute la misère du monde. Il avait pris la défense de la communauté haïtienne en disant Haïti c'est ci, puis Haïti c'est ça, puis là ça a créé toute une guerre, puis toute une discussion. Si on est si fiers puis qu'on trouve qu'être haïtien, c'est si extraordinaire, pourquoi vous nous reprochez, mettons, nous, à la peau blanche, qui ne sommes pas nés en Haïti, là, on est obligé d'utiliser toutes sortes par sa faute, ouais. d'acrobaties dignes du Cirque du Soleil pour se retrouver là-dedans. Pourquoi, quand nous, on vous dit, par exemple, « Hey, c'est intéressant, telle affaire, t'es d'origine haïtienne, il se passe telle affaire en Haïti », vous dites « Ah, ben là, traite-moi comme... pourquoi tu fais une différence? Pourquoi tu me rappelles mes origines haïtiennes? » Dites-nous-le. Quand est-ce que c'est correct de soulever l'origine haïtienne, puis quand est-ce que c'est pas correct? Ben, c'est un très bon point que tu apportes. Puis, j'ai l'impression qu'il y a une colère, il y a une tristesse, peut-être. Peut-être que, effectivement, ce monsieur-là est triste d'avoir rencontré trop de gens dans sa vie qui ne le considéraient pas comme Québécois. Sauf que moi, j'ai envie de lui répondre à ce monsieur-là que le Québec, c'est l'endroit dans le monde où les conditions pour appartenir à l'identité québécoise sont les plus minces. Pour les conditions pour devenir quelqu'un d'ici, c'est le plus mince. C'est la langue, c'est l'appartenance à certaines valeurs, accepter certaines coutumes, et c'est tout. Vous allez à peu près... Il faut voyager dans la vie pour savoir que dans encore plein d'endroits dans le monde, les critères sont ethniques. Ils sont ethniques. Vous ne serez jamais un Japonais. Non, si vous immigrez au Japon, vous ne le serez jamais. Que vous pourriez parler un parfait Japonais, connaître l'histoire des samouraïs, toute la patente. Avoir fait des enfants avec une femme japonaise, un homme japonais, avoir des enfants. Vous ne serez jamais considéré comme un vrai Japonais. Et c'est vrai, t'as raison de dire que ici, on est quand même...
sais pas, c'est pas beaucoup demandé. C'est pas beaucoup demandé. J'ai de la peine pour ce monsieur parce que clairement, il est malheureux. Peut-être que ce monsieur-là, il est pas important puis il est pas intéressant. Alors, mais la raison pour laquelle je suis venu t'en parler, Sophie, c'est parce que effectivement, c'est une micro-controverse, cette affaire-là. Mais il y a plein de gens dans les commentaires qui disent merci de l'avoir dit. Merci. Oui, malheureusement, c'est ça. C'est pour ça que c'est une nouvelle. C'est un sujet de chronique. On peut passer 6-7 minutes à parler de ça. Oui, mais on le fait avec grand on le fait. plaisir. Non, mais je justifie ma présence ici même. Non, mais il y a plein de gens qui sont d'accord avec lui. Il y a aussi plein de gens qui ne le sont pas. Hein? Il y a plein de gens qui ne le sont pas, plein de gens qui comprennent que ça sert à rien, une posture pareille. À quoi ça sert, finalement? Tu sais, tu devrais juste être fier que des Québécois d'origine haïtienne, si tu y tiens tant que ça, se présentent comme Québécois, sont fiers de représenter le Québec et sont reconnus comme tels, comme des Québécois par des journalistes du Québec. Bref, tout le monde est heureux. Vive le Québec. Vive ces gens-là qui sont arrivés. Vive le Québec, vive Haïti, vive la bonne entente, vive la bienveillance. C'est le nom du nouveau spectacle de Guy Nantel, d'ailleurs. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Cybèle. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe. Merci, Fred Bastien, à la mise en ligne. Et c'est signé une fière Québécoise d'origine. Bon, mes origines ne sont pas importantes. Kid.